Bienvenue sur Amzel pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au toolboard d'Atom. Le toolboard, c'est un espace vierge dans votre tome que vous allez pouvoir construire en fonction de vos besoins. Il existe à l'heure actuelle un toolboard par tome, donc accessible depuis le D, l'icosaèdre, le dé à 20 faces, dans votre menu à gauche, toolboard, qui vous envoie ici sur une page, initialement vide, qui va vous permettre, à la manière des templates de Tom, de le composer comme vous voulez, selon vos besoins. C'est une page en apparence unique, mais à laquelle il va être possible d'ajouter différents onglets, donc via le petit bouton en bas à droite, différents toolboards, en fonction de l'usage que vous en avez, à la manière dont vous ajoutez désormais de nouvelles pages à l'intérieur de vos mémos dans Tom. Ce toolboard, on va pouvoir y intégrer différents blocs. Alors pour le moment il en existe 7, peut-être qu'il y en aura davantage à l'avenir, différents blocs que vous allez utiliser selon vos besoins. Commençons par le pense-bête. Le pense-bête, l'équivalent d'un post-it mais au format numérique, qui va vous permettre de rentrer tout le texte dont vous pouvez avoir besoin. Enfin, tout le texte dont je peux avoir besoin. Ce texte, il va pouvoir être formaté, donc avec des listes à puces, des listes numérotées, il est sorti, pourquoi il est sorti, ou même les listes repliables qu'on a dans le reste, et les séparateurs, donc le formatage qu'on a dans l'ensemble des blocs texte de Tom. On peut également y insérer des tags. C'est vraiment l'outil le plus polyvalent, le bloc le plus polyvalent du toolboard, et il est en plus possible d'en modifier la couleur pour facilement les différencier sur votre page. Le bloc suivant, c'est le compteur. Donc, le compteur va contenir une valeur numérique, qui peut être positive ou négative, qui vous permet par exemple de suivre l'évolution des points de vie lors d'un combat. Là aussi, il est possible d'en personnaliser la couleur, donc avec les mêmes choix que pour le pense-bête, pour éventuellement avoir un pense-bête contenant les statistiques du personnage, et en dessous, pouvoir suivre l'évolution de sa santé. L'avantage de la couleur qui match, je peux le placer à côté ou en dessous. La ligne au-dessus vous permet de donner un nom à ce compteur pour vous rappeler de quoi il s'agit. Puisque entre le moment où vous allez créer votre toolboard pendant la préparation de votre scénario et le live action pendant la partie, s'il y a beaucoup de compteurs sans label au moment où vous en avez besoin, ça peut être source de confusion. Le bloc suivant va être très simple à comprendre puisqu'il s'agit d'une image. Une image, comme dans le reste de la suite, on peut l'ouvrir pour y insérer un personnage, qui pourrait être par exemple, ici, le personnage avec ses points de vie. Ou si je veux jouer avec plusieurs images, on peut imaginer l'organigramme d'une guilde. Alors, sans lien entre eux, juste ils sont présents. On n'a pas la possibilité d'ajouter une légende sur ces images, autre que le titre que possède l'image, mais qui n'est visible que quand vous l'ouvrez en grand. Il est aussi possible ici de cropper l'image pour avoir uniquement la partie qui vous intéresse affichée et mettre en avant le côté belliqueux du personnage. On peut ensuite ajouter une zone de dessin. Alors, quel outil qui n'est pas forcément le plus facile à prendre en main, mais qui va vous donner le plus de possibilités au niveau visuel. Vous voyez sur cette zone, alors, je suis encore en sélection, je veux mon crayon, pouvoir commencer à dessiner la zone avec une couleur au choix. On a toujours... Ah, on n'a pas toutes les couleurs ici, tiens. Ils ont enlevé des nuances pour que ça reste visible. Mais je pourrais, par exemple, alors on va effacer ligne par ligne, je pourrais, par exemple, faire à la volée, dessiner à la volée, mon plan de donjon. Par exemple, hop, un couloir d'entrée, une grande salle, et derrière, on va changer de couleur, qui se voit pour vous, hop, un passage secret, une fois qu'on a fouillé la salle, par exemple.
L'idée, c'est de faire quelque chose à la va-vite. Si vous n'avez pas de feuille de dessin, pas d'autre possibilité de dessiner devant vous, et que vous voulez montrer quelque chose à vos joueurs, vous pouvez vous servir du toolboard dans ce but. On va réduire le bloc parce qu'ici, il me prend beaucoup de place. Alors, ce qu'il est possible, c'est soit j'écris, soit j'efface. Donc, quand je redimensionne, les éléments qui sont en dehors ne sont plus visibles. Il n'y a pas de zoom in, zoom out. Donc, à prendre en compte quand vous modifiez votre zone de dessin. Nous avons ensuite des jets de dés. C'est pour ça que j'ai fait de la place, parce que c'est un bloc qui est conséquent par défaut. Alors, il est possible de le redimensionner pour avoir un format qui est plus, on va dire plus acceptable. Le jet de dés, le principe, c'est que vous programmez des jets qui vont pouvoir être faits pendant la partie. Par exemple, sur mon toolboard, je décide que à un moment, un piège va se déclencher et il va générer 2d12 de dégâts, 2d à 12 faces. J'ai mon jet qui est prêt. Au moment opportun, j'ai juste à cliquer sur lancer les dés pour obtenir un résultat. Donc j'ai le résultat de chaque dé affiché au-dessus et un total qui apparaît en dessous. Je peux aussi ajouter dans ce jet de dés des dés qui ne sont pas indiqués ici. Alors, supprimons les dés, pour ça j'ai juste à cliquer sur l'image du dé. Mettons que je veux lui faire un tirage à pile ou face. Mon dé est du coup un dé à deux faces, donc j'en prends deux et je vais appuyer sur la touche entrée. Et donc là, mon résultat, alors, va être 1 ou 2, à moi d'associer derrière le 1, est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face. Mais en tout cas, j'ai entre deux possibilités. Il n'y a pas de lancer de pièces actuellement. Le palier coin flip euh, était un des noms du premier Kickstarter, le premier financement participatif pour Tom et pour Laure, mais qui semblait faire plus référence au système de monnaie dans son ensemble et pas uniquement un tirage à pile ou face qui peut là être simulé avec un jet de dés. Ou avec une vraie pièce si vous en avez une, bien entendu. Voilà, ça de simulation. Enlevons notre pièce, on va reprendre l'exemple d'un dé, par exemple un jet de caractéristiques, sur moi mon système on est sur du dessin, et un jet qui va avoir un modificateur, positif ou négatif, que je vais pouvoir insérer ici. Alors, forcément, si je suis en négatif, que je remonte, eh ben, il va remonter, c'est-à-dire que si j'ai des modificateurs bonus-malus qui viennent de différentes sources, il va falloir que je fasse le calcul au préalable avant de pouvoir l'entrer ici. Mais ça se fait. Et donc là, en lançant mon dé, j'ai 43 le résultat du dé, plus 5, et donc mon total fait 48. Dans le cadre de tirage au sort, et qui sera peut-être plus approprié d'ailleurs pour mes pièces, on a ce qui s'appelle les cartes du sort. Donc ici, je vais pouvoir créer un deck de cartes et l'ajouter à mon tirage. Donc ici, j'ai pas encore de deck. Alors, on va pas le créer. Mes decks, donc on va rentrer dedans, ajouter un deck, qui pour le moment contient 0 carte, et dedans, créer mes cartes. Donc je vais ajouter une carte. Mettons, hop, on va ajouter deux personnages, pour le principe du pile ou face, utiliser ce deck. Donc j'ai un dos de cartes, qui par défaut est le fond de l'application. Et quand je vais cliquer sur ce dos de cartes, ça va me sélectionner au hasard une des cartes, qui va apparaître à droite. Il n'est pas possible d'interagir avec pour l'avoir en plus grand ou pour lui donner une description à l'heure actuelle. Si je tire une deuxième fois la carte, je n'en ai que deux, donc ça revient. Ceci est un tirage aléatoire, et donc d'une fois sur l'autre, je ne vais pas forcément avoir le même résultat. Alors pour le moment, on est sur l'alternance. Voilà, on a eu deux fois de suite le même. On est bien sur une forme d'aléatoire. Forcément, plus votre deck va contenir de cartes, et plus la probabilité que ce soit la même qui sorte en premier va être différente. Là où ça peut être intéressant, c'est que dans votre deck, si vous voulez fausser les probabilités que vos joueurs le sachent ou non, vous pouvez très bien avoir une carte qui va se trouver en plusieurs exemplaires. Et donc là, au lieu d'avoir une chance sur deux d'avoir le forgeron, j'ai plus qu'une chance sur quatre. Si dans le cadre d'un jet type pile ou face, vous pouvez faire croire en tant que maître de jeu, alors si vous n'avez pas de vraie pièce bien entendu, que le tirage
est totalement équitable, sauf que vous savez qu'il y a une probabilité qui est plus importante que l'autre. C'est vous, en tant que maître de jeu, et de votre conscience que ça regarde. Le dernier bloc qui existe sont les pierres du destin, qui va vous permettre, dans un sac, de mettre autant de pierres que vous voulez. Donc on va les définir ici avec le petit crayon en haut. J'ai 9 couleurs possibles, donc je vais pouvoir déterminer le nombre de pierres à chaque fois. Alors, je peux très bien en avoir qui sont plus probables que d'autres. Et en cliquant sur le bouton du sac, je vais sélectionner au hasard une pierre dans ce sac. Ça permet de suivre différents événements, par exemple. Donc ici, la pierre marron est sortie, mon sac s'est coloré en marron, et j'ai un historique qui me permet de savoir dans quel ordre les pierres sont apparues. Ici, on va en tirer deux de plus. Voilà. On a commencé par la marron, puis l'indigo, puis la violette. La limitation à l'heure actuelle des pierres du destin, qui, à mon sens, fait que c'est pas l'outil le plus utilisable, mais ça veut pas dire que j'ai forcément tout trouvé dans son utilisation et que vous n'arriverez pas à faire mieux que moi, c'est que on ne sait pas, il n'est pas possible de définir à quoi correspond chaque couleur directement depuis le bloc. Ce qui veut dire que si vous avez un laps de temps important entre votre création de toolboard et votre partie, vous avez le risque d'oublier à quoi correspond chaque couleur. Alors, si vous utilisez ce système à la place des dés pour déterminer si une attaque touche ou non, vous allez avoir des couleurs qui vont être récurrentes d'un affrontement à l'autre, et donc dans ce cas-là, pas de souci. Si c'est des usages plus rares, vous avez ce risque d'oublier ce qu'il en est, et je conseille à ce niveau-là, si vous avez cette peur comme je peux l'avoir, d'avoir un bloc-notes, un pense-bête à côté, qui vous dit, ok, le rouge, c'est par exemple une blessure. Le vert, c'est un soin. Le jaune, le coup est manqué. Voilà. Je suis sur l'exemple d'un combat, mais les différentes occurrences, savoir à quoi elles correspondent, en cas de doute, le mieux c'est de pouvoir se le noter à côté. Mais voilà. L'outil existe, il est là, et c'est très bien d'avoir différentes possibilités pour le tirage au sort. Il manquerait juste la vraie pièce. Mais il est pour moi pas encore complètement optimisé pour pouvoir être utilisé de manière indépendante. Voilà pour les différents outils qui composent le toolboard. Maintenant, à quoi est-ce qu'il peut servir ce toolboard? Je vais vous proposer 3 exemples. Il peut y en avoir plein d'autres, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi il peut servir. On va commencer par faire un toolboard pour une fiche de personnage. Fiche de personnage qui permet, en tant que maître de jeu, d'avoir accès facilement aux informations des différents joueurs, que ce soit en combat ou autre, pour ne pas avoir à systématiquement leur poser la question de, par exemple, leur niveau de caractéristique lorsqu'il y a un jet à faire, et de pouvoir éventuellement appliquer déjà des modificateurs sans qu'ils en aient conscience. Sur une fiche de personnage, moi j'aime bien avoir un visuel de mon personnage. Alors, on va changer un peu, hop, on va prendre le héros, et je vais avoir besoin de ces caractéristiques, donc je vais rajouter ici un pense-bête. On prend les mêmes que d'habitude, force, endurance, agilité, intelligence, chance, puis je vais rajouter les miennes, je suis sur 10, mais souvent j'en prends que 5 pour l'exemple. Perception, puissance, charisme, dextérité, et je crois qu'il me manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laquelle j'ai oublié? La volonté. Voilà. Donc, en face de chacune de ces caractéristiques, je vais pouvoir mettre le score correspondant. Donc, mettons qu'on est sur 50% partout. Je vais faire un système des 100. Voilà. Mettons que je l'ai mis par là. Derrière, je vais avoir un compteur. Alors, moi, j'en utilise deux pour les points de vie et ce que moi j'utilise comme santé mentale, qui est les dommages psychiques qu'un personnage va pouvoir encaisser. L'idée s'étant que sur mes points de vie, quand le personnage n'en a plus, il n'est plus en état d'agir, il est inconscient,
Quand la santé mentale tombe, le personnage peut devenir fou, et du coup, le joueur perd le contrôle du personnage. C'est une barrière psychologique qui va servir aussi de garde morale pour éviter que les joueurs partent complètement n'importe quoi sans que ça ait de conséquences. Donc deux valeurs qui ont un chiffre défini au départ, par exemple 50-40, et qui vont pouvoir diminuer ou être régénérées au fil du temps. Sur une fiche de personnage, je vais par exemple aussi vouloir gérer, avoir un aperçu rapide par exemple, des compétences ou de l'équipement, donc l'inventaire. Au niveau inventaire, je ne vais pas inclure dedans tout ce qui est monnaie, qui là peut faire l'objet d'un compteur. Mettons que j'ai une monnaie unique, pour simplifier la fiche ici, les pièces d'or. Par exemple, mon personnage en a 5. Si j'ai une monnaie plus complexe à base de pièces de cuivre, d'argent, d'or, du platine, des lingots, des gemmes ou autres, ça devient tout de suite plus compliqué à faire rentrer sur les formats compteurs parce qu'il va vous en falloir plusieurs et du coup ça va me prendre plus de place. Mes blocs, ponce-bête, équipement me permettent soit d'écrire les compétences complètement, voilà, on va enlever le formatage, on va détailler la compétence, ici, ou, puisque je peux, on va y arriver, puisque je peux ajouter des tags directement dans ces champs, mettre un lien vers la compétence. Alors, il ne faut pas que je tape tag. Voilà, mettre un lien vers la compétence. Bon, ici, c'est ma page d'accueil de Tom, mais c'est pour le principe du tag. En tant que maître de jeu, si je me rappelle de ce que c'est, bah, j'ai pas besoin d'aller voir. Si je me souviens pas, je peux aller voir directement sur ma compétence. Hop. Ici, ma page d'accueil. Pour revenir au toolboard, vous noterez d'ailleurs que ce n'est pas un onglet comme le reste des pages ou des cartes. Il faut aller systématiquement dans le menu à gauche. Et par rapport au tag, il n'est pas possible de créer de tag vers le toolboard, ni vers une page spécifique de celui-ci à l'heure actuelle. Voilà. Donc les bases d'un personnage, les compétences, l'inventaire, les pièces. Il reste des emplacements en plus pour éventuellement avoir un compteur pour l'expérience qu'il a accumulée. Et pour éventuellement, dans certains systèmes, dans certains univers, le niveau actuel du personnage. Voilà. Des suivis de valeurs numériques comme ça. Il me reste un petit espace. Selon l'univers auquel vous êtes rattaché, notamment si vous utilisez des manuels déjà existants, vous aurez certainement une idée de quoi mettre dedans, ici, et tout bêtement, une chose que j'ai pas mis, voilà, qui pourrait être mon titre ici, mais les informations sur le personnage. Le nom, le prénom, l'âge, ce genre de caractéristiques. La taille, le poids, ce genre de choses. Alors là, j'en ai trop par rapport à ma hauteur, c'est juste pour vous donner l'exemple. Ça changera rien par rapport à ma hauteur, donc on va arrêter là. Donc ici, on était sur une fiche de personnage. Alors, on va dire l'inconvénient de faire les fiches de personnage comme ça, c'est que il n'est pas possible, mais c'est le cas de manière générale dans Tom, il n'est pas possible de dupliquer une page qu'on a déjà. Voilà. Si je veux la supprimer, faut que j'aille dessus, clic droit, supprimer, mais je ne peux pas dupliquer. Autre exemple d'utilisation du toolboard, ça va être pour la gestion des combats. Combat. Ici, je vais retrouver, alors, je peux l'avoir en image plus petite, les différents protagonistes du combat, avec éventuellement d'un côté mes joueurs, et de l'autre, hop, leurs adversaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme adversaire? Voilà. D'un point de vue de l'univers que j'utilise là comme exemple, c'est pas cohérent, mais c'est juste pour vous montrer.
entre deux, je vais retrouver bah, des compteurs pour suivre les points de vie de tout le monde, avec d'un côté mes personnages, de l'autre côté les adversaires. Voilà. Je peux, si mon système de jeu le nécessite, avoir un pense-bête pour l'initiative, qu'ici il va falloir que je modifie en direct, mais ça veut dire que, hop, alors si je prends mes personnages, donc à gauche on a Canonix Astérix, à droite on a Obélix. Pour les différencier, je peux faire en sorte que mes joueurs soient en italique, mes adversaires soient en gras, ça permet de visuellement le faire puisqu'on n'a pas la possibilité pour le moment de mettre des couleurs là-dessus. Et je peux éventuellement, même si je veux ici, les mettre sous forme de liste numérotée, donc pour l'initiative, qu'on peut même centrer. Pour l'ordre d'initiative, bah voilà, je sais exactement dans quel ordre apparaissent à chaque fois. Et si à un moment l'initiative change, je vais sélectionner mon texte, le couper, et le remettre sur la ligne précédente. Et là, du coup, il a gagné une place. Alors, la partie la plus... le seul endroit où ça ne fonctionne pas bien à ce niveau-là, c'est quand quelqu'un doit repasser en premier. La bidouille est un peu plus importante. Ici, si je coupe et que je me mets par rapport à l'initiative, il me considère une autre liste. Donc il faut que je supprime celle en dessous et que je vienne recréer. Un peu plus long, mais ça se fait très bien quand même. Un ordre d'initiative. Et par exemple, en dessous, je vais avoir un module pour jeter les dés dont j'ai besoin. Moi, je fonctionne au descend, donc j'ai un descend qui est pré-paramétré, et si besoin, je peux ajouter mon modificateur. Voilà. Là, j'ai fait un affrontement avec 3 personnages, vous pouvez en mettre davantage. Hop, si j'empile les compteurs, voilà. Avec la hauteur du compteur, alors je peux le diminuer, mais ça devient moins lisible. Il est même plus trop lisible. Alors, on peut défiler le nombre avec le scroll, c'est pas ça que j'essayais de faire, mais on peut. Et par exemple, voilà, 6 personnages, ça rentre très bien. Alors, contrairement au template qu'on a dans lore actuellement, le toolboard n'a pas une hauteur infinie. C'est-à-dire que là, je n'ai pas la possibilité de placer un bloc plus bas pour agrandir ma page. Il faut que je tienne dans l'écran qui m'est imparti. Voilà. Donc, sur un combat, on a cette chose-là qui peut intervenir. Et si en plus de mon initiative, j'ai éventuellement d'autres événements qui vont se passer à côté, bah, je peux mettre un compteur, par exemple, la progression de l'incendie. S'il y a quelqu'un qui a mis le feu quelque part, je mets avec un compteur pour savoir où on en est. Ou éventuellement, alors on va essayer de l'avoir suffisamment petit, ou éventuellement un tirage au sort, en mode carte plutôt qu'en mode dé, pour savoir éventuellement, bah, selon le temps que ça dure, si la météo évolue. Tant que je tire une carte avec du soleil, il fait beau. Si je commence à tirer une carte avec de la pluie, bah, le terrain va devenir plus glissant. Voilà. Exemple de choses qui peuvent se faire. C'était le deuxième exemple que je voulais vous présenter. On va passer au troisième, qui ici va être hop, une table d'événements aléatoires. Alors, une table d'événements aléatoires, ça va être un peu plus tricky. Ici, je vais le faire, pour leur donner un usage quand même dans mes exemples, avec les pierres du destin. Alors, initialiser, valider. Mettons que, quand je prépare mon scénario, j'ai 9, parce que ici c'est maximum, 9 événements aléatoires qui sont possibles. Et que, à côté, on va essayer de venir les détailler. Alors, est-ce que j'ai 9 couleurs? Oui. On va reprendre les différentes couleurs pour s'y retrouver. Ici, je vais les mettre dans le même ordre, même si j'ai aucune obligation à ce niveau-là. L'indigo. Hop. Alors, on va descendre de 2. Bon, le temps de bidouille, voilà, va être plus ou moins important selon la complexité de ce que vous voulez faire. Mais ici, chaque pense-bête
va correspondre à un événement. Alors, je les ai mis comme ça, en respectant la grille de 3 par 3 que j'ai sur les pierres. Si vous voulez les mettre les uns à la suite des autres à la verticale ou tout dans un même pense-bête, vous pouvez. Là, c'est l'idée que j'utilise les couleurs des pense-bêtes pour faire directement le lien avec les pierres, ce qui simplifie, on va dire, la lecture. Hop, on met les couleurs, donc celle-là était bien. Voilà, donc on n'a pas de gris, qui est la couleur par défaut ici. Et donc, quand je vais tirer une pierre au sort, je vais avoir un événement différent qui va arriver. Mettons que mes personnages sont en train de traverser une ville, on pourrait avoir un rouge, un incendie qui se déclare. Quelque part, quelle est la raison? Bah, moi, en tant que maître de jeu, j'ai prévu l'événement, je sais ce qui va en être. Pour les joueurs, eux, c'est un événement qui se produit de manière aléatoire sur la ville. Euh, on peut avoir ici un animal qui s'enfuit. On pourrait avoir un voleur qui essaye de leur faire les poches. Ici, une dispute entre deux PNJ. Euh, ainsi de suite, voilà. J'en ai 4 pour le moment. Avec 9 couleurs différentes, vous pouvez aller chercher 9 sortes, et éventuellement, si vous voulez plusieurs événements dans chaque, et ben à l'intérieur, vous remettez une liste numérotée pour faire un jet de dés supplémentaire à vos joueurs, qui pourraient... Alors, on va pas avoir la place ici, parce que les blocs, c'est un de leurs défauts, ne rentrent pas directement dans la case quand ils sont trop grands, mais je pourrais très bien avoir... C'est encore trop large. Voilà. Le bloc D, il est un peu gros, il n'est pas toujours très pratique à insérer. Tout que après, hop, voilà, si je veux, mettons, être sur un dé à 6 faces, j'ai pas besoin qu'il prenne autant de place. Faire ça bien, mais je pourrais très bien. Une fois que je sais que mon incendie s'est déclaré, alors ici on peut peut-être même réduire un peu la hauteur. Hop, on va bien voir mon historique. Une fois que je sais que l'incendie s'est déclaré, si je veux, je peux encore ajouter une variable sur cet événement avec, pour le coup, un jet de dés plus classique. Et bah, est-ce que c'est la tour de garde? Est-ce que c'est le pont? Est-ce que c'est la taverne? Ainsi de suite. Donc il y a tout un tas de possibilités à ce niveau-là pour la gestion des événements. Un incendie, un animal qui s'enfuit, dispute entre deux PNJ, et le voleur. Je suis pas très inspiré ici. Euh, le chariot qui perd une roue, la pluie qui tombe, une diseuse de bonne aventure. Enfin, ouais, on va mettre une diseuse de bonne aventure. Voilà. On va dire un personnage qui va les interpeller, donc qui pourrait être à cet endroit-là de la ville ou ailleurs, un mendiant. Alors, qui peut être le même que le voleur, mais pas forcément. Ça peut dépendre de comment il s'interfère. Et par exemple, un contrôle d'identité de la part des gardes. Ils sont à la recherche de quelqu'un, bah, hop, les joueurs se font contrôler à ce moment-là. Voilà. Différentes options, et à chaque fois, vous pouvez avoir bah, différentes solutions. Par exemple, est-ce que c'est une vache? Est-ce que c'est une poule? Est-ce que c'est une souris? Les implications ne vont pas être les mêmes. Rappelons à ce niveau-là que vous pouvez mettre des tags directement dans ces pense-bêtes. Donc, les différentes possibilités pour savoir pour tirer au sort, elles y sont. Si vous voulez derrière que ça renvoie à une scène, alors, mon lore n'est pas très fourni, mais mettons qu'ici c'est une scène, bah, je le renvoie à la scène correspondante. Et donc je peux avoir dans mon, euh, dans mon tome un arc qui contiendrait uniquement les scènes, comme ça, pour les événements aléatoires, peu importe la ville ou le moment auquel il serait susceptible de se produire.
Voilà. Donc, 3 exemples sur l'utilisation du toolboard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Si vous avez des idées à suggérer dans les commentaires pour de futurs viewers, bah, n'hésitez pas. Moi ici, la fiche de personnage, le combat, les événements. Je pense que vous n'êtes pas limité au nombre de toolboards, c'est votre organisation à vous, à ce niveau-là. Merci d'avoir suivi la vidéo, et à bientôt.